Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui à l'invitation de Nicolas et de Jean-Pierre Chandler et il est avec nous aussi. Alors, je voudrais partir du dérèglement climatique. Bon. Je voudrais partir du dérèglement climatique comme d'une évidence, c'est-à-dire de quelque chose que l'on voit et dont on ne peut douter, qui nous convainc immédiatement et en un sens sans retour. Une évidence faite d'images et de chiffres. C'est la partie édifiante de mon introduction. Des images donc actuelles, des projections et des chiffres qui assènent l'urgence. Mais je voudrais aussi parler de ce que produit cette adhésion immédiate à la conviction d'une imminence de la catastrophe écologique. Un double appel donc, à la fois à l'action et à la responsabilisation des individus. Alors, oui, excusez-moi, voilà. Il faut donc agir. Et en un sens, ce que je vais vous proposer aujourd'hui tourne autour de cette question. Quelle action possible, souhaitable, nécessaire face au changement climatique? Et pour paraphraser Lénine, que faire? Que faire aujourd'hui? J'ai construit mon propos en 3 temps. Un état du problème. Il me semble que ce qui domine, c'est la prévalence éthique. Notre éthique est-elle adaptée aux nouveaux enjeux du changement climatique? Comment chacun d'entre nous pourrait-il assumer la responsabilité qui lui incombe désormais de réparer, voire de sauver la planète? Comment stopper, ou du moins limiter, par une attitude de consommateur responsable, l'inéluctable réchauffement climatique? Toute cette conception présuppose d'adhérer à l'idée que c'est l'espèce humaine entière, l'anthropos, qui est responsable de cette situation. Mais comme vous le savez, Lionel l'a évoqué brièvement, mais une autre lecture de la dégradation climatique a émergé depuis quelques années, celle qui considère que c'est un système économique bien particulier qui est responsable du dérèglement climatique. Alors, et c'est mon deuxième point, anthropocène ou capitalocène. Si on est d'accord avec le constat selon lequel c'est le système capitaliste qui est responsable du changement climatique, et il va falloir bien évidemment en administrer la preuve, cela change naturellement le type de réponse que l'on peut apporter au problème de l'anthropocène, et cela permet de poser frontalement la question du ou des projets politiques qui pourrait permettre d'esquisser une réponse. C'est pourquoi, dans un troisième temps, je vais me demander quel projet politique? Sommes-nous vraiment dans une ère post-politique, post-démocratique, ou au contraire, la crise écologique ne serait-elle pas précisément l'occasion de repenser la démocratie, non pas la démocratie procédurale, la gestion des affaires humaines, mais la démocratie substantielle? Alors, sans prétendre à l'exhaustivité, il me semble que ces questions structurent très largement l'espace réflexif créé par la catégorie d'anthropocène. En guise de préambule, je vais rappeler 2-3 éléments bien connus sur l'anthropocène, qui font pour une part redite par rapport à ce qui vient d'être évoqué. Par le recours au terme d'anthropocène, on a l'habitude de considérer que depuis... Et alors là, la date est variable, 2 siècles environ, 50 ans, hier. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère une nouvelle ère géologique après l'Holocène, une nouvelle époque géologique où l'homme, anthropos, et non plus les forces de la nature, et non plus Gaïa, c'est-à-dire ni les volcans, ni le mouvement de la tectonique des plaques, ni le Soleil, ni les variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil, mais l'homme, donc,
par son activité, est devenu une force géologique, avec tous les guillemets qu'Hélène a commencé à poser, une force géologique et climatique majeure qui modifie ce qu'est la Terre et par conséquent le climat sur la Terre. Ce serait Paul Crutzen qui aurait proposé en 2000 d'utiliser ce terme. Il est là. Mais peut-être, donc, je ne reviens pas sur le détail de cela. Il y a donc des discussions encore en cours pour savoir si on doit dater ce changement de l'invention de la machine à vapeur en 1784, de l'expansion de l'Empire britannique au XIXe siècle, c'est-à-dire de l'importation de son modèle économique dans les pays qu'il colonise, l'Inde à partir de 1858, l'Australie avant, ou encore de la mise au point puis de l'explosion de la bombe atomique en 1945. Mais si l'assignation d'un commencement n'est pas tranchée, ce qui est en revanche à peu près stabilisé, ce sont les critères qui permettent d'identifier un changement massif. Le changement climatique, lié à la transformation globale du cycle carbone, étant celui dont on parle le plus et sur lequel on se focalise pour l'essentiel, puisque la grande majorité des discussions portent sur les prévisions d'augmentation de la température et leur nécessaire limitation. On considère aujourd'hui que la température a déjà augmenté en moyenne de 0,8 degrés depuis la période pré-industrielle et que dans certaines régions, elle a augmenté de 2 degrés en Amazonie et dans une partie de la Russie. On estime que la conférence de Copenhague sur le climat, la COP15 de 2009, a indiqué qu'il fallait limiter cette augmentation à 1,5 ou 2 degrés et pour cela réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2020, objectif qui peine à être respecté. Mais ce n'est que l'un des critères, que l'un des éléments, puisqu'il faut également mentionner la déforestation massive, la réduction de la biodiversité, réduction massive des espèces animales et végétales, réduction de la couche d'ozone, acidification des océans, artificialisation des sols, inondation des zones côtières, perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore. À propos de ces critères, une équipe de 26 chercheurs sous la houlette de Johan Rockström et Will Stephen, déjà mentionnés, a publié dans la revue Nature en 2009, actualisée en 2015, une réflexion sur les limites planétaires. Il s'agissait de penser donc des limites planétaires à ne pas dépasser pour éviter un changement brutal et imprévisible dans l'environnement planétaire. Or, en 2009, 3 limites étaient déjà dépassées. Changement climatique, érosion de la biodiversité et épuisement des sols dû à l'agriculture intensive et à l'usage des engrais. Ils mettent l'accent sur la dimension systémique du fonctionnement de la Terre, c'est-à-dire sur l'interaction entre les différents critères, et attirent ainsi l'attention sur l'idée qu'il y a des seuils à ne pas franchir. Donc, on prend conscience des effets et on identifie des causes. Il y a ainsi un premier constat qui fait consensus à ce niveau de généralité, et il faut souligner quand il y a du consensus parce qu'il est assez rare en la matière. Nous devons changer notre rapport à la nature. Comment ? Il me semble que les réponses qui sont apportées à cette question sont, dans leur écrasante majorité, de 2 ordres. Premièrement, des réponses morales, qui proposent d'intégrer les intérêts de la nature dans les choix humains. Je vais y revenir. Deuxièmement, des réponses économiques, qui s'appuient dans la plupart des cas soit sur ce qu'on a pu appeler un capitalisme vert, c'est-à-dire un aménagement du système de production actuel afin de le rendre moins polluant et moins énergivore, soit la géo-ingénierie, c'est-à-dire des dispositifs artificiels visant à corriger le climat, certains disent à tenter de le manipuler. Ces dispositifs sont tous fondés sur une confiance en la technique, qu'on évoquait tout à l'heure, en une foi quasi inébranlable dans le progrès technique, sans forcément imaginer, mesurer ou simplement penser les conséquences de ces procédés pour trouver les moyens de surmonter les difficultés environnementales que je viens de rappeler brièvement. Donc,
après cette introduction un peu générale, je voudrais en venir à mon premier point, la prévalence morale du traitement de la question de l'Anthropocène. Il me semble, en effet, que la responsabilité de l'homme dans le changement climatique a d'abord été interrogée du point de vue du type de normativité qu'il convenait d'élaborer face à ce nouveau problème. Comme s'il fallait poser comme préalable au changement d'attitude de l'homme en face de la nature, la nécessité de la considérer autrement, la nature, ou peut-être même de la considérer tout court. Le champ de l'éthique environnementale anglo-saxonne s'est ainsi constitué dans le prolongement d'une tradition de pensée morale comme une réponse à un ensemble de questions. À qui et à quoi doivent s'appliquer les principes moraux? C'est la question de la considérabilité morale. Que signifie respecter la nature? Comment rendre efficace notre conscience de l'imminence de la catastrophe écologique? Avec en arrière-fond une question centrale: la nature doit-elle être préservée pour elle-même ou pour ce qu'elle apporte à l'homme? Si on veut résumer les directions qui ont été empruntées pour répondre à cette conscience de l'urgence, et sans prétendre à l'exhaustivité, on peut distinguer trois grandes perspectives. Il s'est en effet agi, soit de dépasser ce qu'on a pu appeler l'anthropocentrisme des valeurs, c'est-à-dire le chauvinisme humain. S'agit-il alors de la condition nécessaire pour élaborer une nouvelle éthique? Cette perspective conduit à penser l'extension de la considérabilité morale et la différence entre les intérêts et les droits comme un moyen d'interroger l'opposition entre nature et culture dans la philosophie moderne, et même pour tout dire, comme ceux qui fondent la philosophie moderne, et même pour tout dire, comme ce qui rend responsable la philosophie moderne de la situation actuelle que nous subissons. Mais je vais y revenir. Deuxième élément, d'analyser la distinction entre le biocentrisme et l'écocentrisme pour se demander ce que serait une théorie de la valeur intrinsèque des entités du monde naturel. À travers l'élaboration d'une réflexion sur le respect de la nature, il faut respecter la nature, se joue une réflexion sur le rapport, conflit, compatibilité, convergence entre ces deux éthiques. C'est-à-dire quel rapport entre une éthique qui finalement ne s'intéresse qu'au rapport entre les hommes et une éthique qui pose la question du rapport entre les humains et les non-humains. Et comment penser, en fait, cette nouvelle éthique? Quel rapport avec, en quelque sorte, l'éthique primitive, si je puis dire, celle qui s'intéresse qu'aux hommes et aux femmes, bien sûr. Troisième élément, troisième piste, troisième perspective, celle qui conduit à analyser les enjeux écologiques de ce qu'on a appelé la deep écologie, pour repenser la place de l'homme dans la nature. Alors, je voudrais présenter rapidement ces différentes options et essayer d'en tirer quelques conséquences. L'un des pères de l'éthique environnementale est Richard Rothley, qui, au début des années 1970, pose la question de savoir sur quel fondement philosophique doit s'appuyer l'idée de donner des droits à la nature. Si la sensibilité à cette éthique environnementale s'est esquissée autour de la responsabilité que nous avons vis-à-vis des générations futures, mais quelle terre allons-nous leur laisser? Vous connaissez cette antienne. Le mérite de la position de Rothley est de distinguer, d'une part, une valeur instrumentale de la nature. Nous devons préserver la nature car elle est un moyen de garantir des conditions de vie correctes,
une valeur instrumentale de la nature, qu'allons-nous manger, et une valeur intrinsèque de la nature, de l'autre côté. Dans ce cas, la préservation de la nature est une fin en soi. Cette réflexion prend place dans le contexte d'une évidence, celle de la coextensivité de l'humanité et de la moralité. Autrement dit, l'idée que les questions morales ne peuvent concerner que les êtres humains. C'est le point de départ. Donc forcément, ce que ça valorise, c'est cette valeur instrumentale. Ce que fait Rotley, c'est qu'il interroge précisément cette coextensivité. Est-ce que ce qui est moral, c'est forcément ce qui est humain? Et donc, est-ce que la valeur qu'on doit considérer ou qu'on doit attribuer à la nature, c'est forcément une valeur instrumentale? Et il considère que cette coextensivité, c'est ce qu'il appelle le chauvinisme humain. C'est-à-dire finalement, on ne s'intéresse pas à autre chose que nous-mêmes. Par là, ce qu'il met en évidence, c'est le fait que notre rapport à la nature est tourné exclusivement vers la satisfaction des besoins humains et suppose à cette fin une domination de la nature par l'homme qui rejoint un vieux stéréotype, celui selon lequel, je l'évoquais il y a un instant, avec Descartes et avec ce qu'on a appelé la modernité au XVIIe siècle, c'est jouer une séparation radicale de l'homme et de la nature sur le mode d'une domination du premier sur la seconde. Alors il y a un certain nombre de formules bien connues qui viennent à l'appui de cette interprétation, tout particulièrement la volonté cartésienne, traditionnellement mobilisée via une citation du discours de la méthode, de se rendre, je cite, comme maître et possesseur de la nature. Or, si on replace cette citation dans son contexte d'écriture, il faut rappeler que c'est par la science et la technique que cette domination est jugée possible, c'est-à-dire par une connaissance forcément imparfaite de la nature. J'insiste un peu là-dessus parce que, d'une part, ce questionnement a ouvert la voie à plusieurs perspectives en éthique de l'environnement, mais aussi parce que c'est le point de départ de la critique que, par exemple, va formuler Latour contre notre modernité. Donc, ce que propose Rotley, c'est de décentrer l'axe de décision, c'est-à-dire de ne plus penser que ce sont les seuls intérêts humains qui doivent guider l'action dans et sur la nature, mais qu'il faut considérer aussi en un sens, je cite, ce qu'il est juste de faire à la nature. Ce qu'il est juste de faire à la nature. Donc, quelle est l'action juste à l'égard de la nature? Et cela a nourri, vous le savez sans doute, de nombreux ouvrages de science-fiction, d'imaginer ce que serait moralement un monde dans lequel l'homme aurait disparu. En un mot, il s'est agi d'interroger puis de déconstruire l'idée selon laquelle l'homme serait la seule source légitime de valeur et donc d'élargir les contours de ce qui, hors de l'homme, peut faire l'objet d'une considération morale. C'est Kenneth Goodpaster qui, en 1978, dans un article du très renommé Journal of Philosophy, On Being Morally Considerable, pose la question de la considérabilité morale et propose le principe de vie comme critère de considérabilité morale. C'est ce qu'on appelle le biocentrisme. C'est plus l'homme qui est au centre, c'est plus le chauvinisme humain, mais c'est le principe de vie, centrisme, qui se retrouve au centre. De telle sorte que les animaux, mais aussi les végétaux, développent des procédés pour se maintenir en vie, ce qui est la preuve qu'il y a des fins dans la nature, indépendamment de toute évaluation humaine. Ces entités vivantes sont donc dotées d'une valeur intrinsèque, d'une valeur pour elles-mêmes. Devant les objections que rencontre cette position, pour survivre, ces organismes détruisent d'autres vivants,
À l'égalitarisme de principe se substitue une hiérarchie de valeurs implicite, c'est-à-dire ceux qui parviennent à survivre et les autres. Donc, c'est rapidement développé à partir de là une autre approche de la considérabilité morale. Il ne suffit pas que ce soit vivant, en quelque sorte, pour que ce soit doté de valeur, puisque dans la vie, il y a aussi une sorte de lutte à mort. Alors, pas des consciences, mais lutte à mort. Donc, à ce biocentrisme qui, à plusieurs égards, constitue une réponse insatisfaisante, partielle, aux limites avérées du chauvinisme humain, a été opposé un écocentrisme qui confère une valeur intrinsèque non plus aux individus vivants, mais aux écosystèmes, aux communautés, aux espèces. Non pas les individus, mais les communautés. Ça, c'est intéressant par rapport à une réflexion que je voudrais esquisser tout à l'heure, qui est de dire, est-ce que finalement, les réponses qu'on peut apporter à cette conscience de l'imminence de la catastrophe écologique, c'est des réponses individuelles, ou est-ce que c'est des réponses qui supposent de réintégrer une réflexion sur le commun, sur le collectif, sur la construction des communautés. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le chemin, y compris dans le champ moral, il est passé d'un décentrement, évidemment, via la critique du chauvinisme humain, à une première réponse qu'on juge insuffisante, celle d'un principe de vie qui se saisirait simplement du destin de chaque individu vivant, si je puis dire, à un principe plus général qui intègre une réflexion sur un collectif, en l'occurrence l'espèce. Mais ça peut être aussi l'écosystème. Donc l'idée, défendue entre autres par Aldo Leopold dans son almanach d'un comté des sables, et surtout par Calicott, interprète de Léopold, est qu'il faut prêter attention à l'interdépendance des processus naturels et des unités qu'ils forment. C'est ce que Léopold appelle la communauté biotique. Je cite, « Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à autre chose. » Autrement dit, la proposition d'un critère éthique qui prenne en compte et en charge la préservation de l'ensemble d'une communauté s'accompagne de l'idée que l'homme ne se situe pas dans un monde séparé et distinct de celui de ses communautés biotiques, mais qu'il en est un membre. Je cite Calicott, c'est la citation que j'ai faite figurer là sur le handout, excusez-moi, sur le PowerPoint. Pour l'éthique de la Terre, nous faisons partie du paysage. C'est le grand enseignement de l'écologie scientifique, science des interrelations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, que de nous apprendre à voir et à sentir que depuis la bactérie jusqu'à la faune charismatique, nous appartenons à la communauté des vivants. La théorie de l'évolution et l'écologie scientifique favorisent en nous la conscience d'être insérés au sein d'un monde de liens réciproques, et c'est précisément la conscience de cette réalité qui rend légitime et fondé en raison le projet d'une extension de l'éthique au-delà des communautés humaines. Dans cette perspective, c'est à nouveau la valeur intrinsèque opposée à la valeur instrumentale qui prévaut, mais cette valeur intrinsèque ne s'attache plus, ou du moins plus seulement à un individu, mais également à une espèce ou à une communauté. La montagne, par exemple, et non pas les bergers, les brebis ou les loups, mais leur ensemble. On voit bien comment ce conflit des valeurs va nourrir ultérieurement l'idée défendue par Descola et Latour, selon laquelle, avec la notion d'hybride, il faut intégrer, à côté des humains, des non-humains, pour constituer de nouvelles communautés politiques capables de faire face
aux problèmes environnementaux. Et je vais y revenir. La troisième tendance que j'ai pointée tout à l'heure, c'est celle de la deep écologie d'Arne Næss, qui est un philosophe du langage norvégien. Et l'expression apparaît dans un article de 1973 qui distingue la deep écologie de la shallow écologie, c'est-à-dire l'écologie profonde de l'écologie simplement superficielle. L'idée de cette deep écologie, qu'on appelle parfois une éco-philosophie ou une écosophie, je pense que là vous avez vous êtes déjà saturé de toutes ces catégories. C'est pour ça que maintenant j'en ajoute. Cette idée d'une écologie profonde, elle naît d'un refus, celui d'assigner une valeur différente à la vie des êtres vivants selon qu'ils sont dotés d'une âme, d'une rationalité, d'une sensibilité. Donc, est-ce qu'on dote de la même valeur le brin d'herbe de Kant et Kant? Je cite, « Aucune espèce vivante n'a plus de ce droit particulier de vivre et de s'étendre qu'une autre espèce. Par conséquent, la nature n'est pas une ressource exploitable à volonté par l'homme, parce que le système global qu'est le monde est supérieur à chacune de ses parties, et l'homme n'est que l'une de ses parties. Chaque forme de vie a une valeur intrinsèque, indépendamment de son utilité pour l'homme, et à ce titre, il faut préserver une biodiversité la plus riche possible. » La conséquence de cette position, qui construit un rapport entre l'homme et la nature tel que l'homme devient une partie comme une autre de la nature, est une redéfinition ontologique du sujet, ce que Næss appelle la redéfinition du soi. Excusez-moi, je vais trop vite. La redéfinition du soi, elle est là. En un mot, il s'agit de considérer que se réaliser, c'est s'identifier à toutes les formes de vie, de telle sorte que l'altérité que peuvent représenter l'arbre, la fourmi ou le lion s'estompe. Se réaliser pour un individu, c'est donc s'identifier à ces différentes formes de vie. Bon, j'ai peut-être été un peu longue à retracer ces cheminements, hein, ces impasses, diraient certains, de l'éthique de l'environnement, mais c'était pour essayer de vous faire comprendre ou de vous rappeler, pour ceux qui connaissent ça déjà très bien, d'où viennent les réflexions contemporaines, très contemporaines, sur les nouveaux modes d'existence. Je pense donc aux hybrides, de l'ontologie des nouveaux modes d'existence de Bruno Latour, ou aux conséquences du livre de Descola, Par-delà nature et culture, pour penser les identités politiques. Cette ligne d'analyse a en effet bien évidemment des conséquences politiques. La notion d'hybride, par exemple, reprend l'idée qu'il faut renoncer à l'opposition entre l'homme et la nature, qu'il faut mettre sur le même plan, un plan d'égalité, les humains et les non-humains. C'est sa fameuse anthropologie symétrique. Donc vous voyez d'où ça vient en fait. C'est une ligne de pensée de l'éthique de l'environnement qui apparaît peut-être dans l'ontologie des nouveaux modes d'existence il y a quelques années, mais qui a une histoire. Descola, de son côté, propose de penser que quelquefois, pour des sociétés dites non modernes, les agents politiques sont plus que des humains. Ils sont par exemple l'association de zébus et d'humains, des totalités imbriquées qui articulent territoire, plantes et humains. Il s'agirait de collectifs qui ne préjugent pas du contenu de ce qui est associé, dont il faut identifier les principes d'organisation. Par exemple, dans certaines tribus, on peut identifier un collectif animiste, et où chacun est traité de manière égale, selon une triade opératoire, séduction, échange, prédation, qui permet de penser à la fois les relations entre humains, mais aussi entre humains et non-humains. C'est dans ce cadre que se cristallise ce que Descola appelle des rapports de monde beaucoup plus que des rapports de pouvoir, et qui articulent
des relations de différents types, matérielles et formelles, par exemple, avec une forêt vivante, plutôt que des seuls agents humains autoconscients. Si nous acceptons cette critique, cette autocritique des sciences sociales, conclut Descola, c'est aussi une stimulation pour penser autrement l'action politique de nos sociétés modernes elles-mêmes, c'est-à-dire essayer de vivre ensemble dans un monde où nature et société ne sont pas irrémédiablement dissociées. Il me semble que ce qui se dégage de ce bref rappel forcément schématique, ce sont des clivages qui se rejouent entre différentes conceptions du rapport de l'individu à la communauté, c'est-à-dire, en définitive, d'une part, des options politiques qui ne disent pas leur nom, ou bien qui se révèlent être des conséquences politiques de choix moraux premiers. Et donc c'est ça que je voudrais pointer. En un sens, c'est d'abord une conception morale de l'homme et de son rapport à la nature qui produit un certain nombre d'options politiques sans forcément les désigner comme telles. Pourtant, elles sont bien présentes. Elles sont en quelque sorte une forme de caisse d'enregistrement d'une décision morale antérieure. Et d'autre part, donc c'est une première conception, et d'autre part, des conceptions morales qui font de l'homme une entité indifférenciée qui correspond précisément à ce qu'on a pu reprocher à la catégorie d'anthropocène, c'est-à-dire un anthropos indifférencié. Je vais donc commencer par interroger ce dernier point en traitant de l'une des critiques majeures de la catégorie d'anthropocène, celle qui, à la place de l'homme en général, reconnaît un modèle économique, le capitalisme, comme responsable du changement climatique et propose de substituer à la catégorie d'anthropocène, dont on a bien identifié le caractère flou des contours, celle de capitalocène. Est-elle plus claire? Vous me le direz. Je vais donc, dans un deuxième temps, présenter les arguments à l'appui de cette proposition. Et je me demanderai, dans un dernier temps, à quelle conception de la politique aspirent ces propositions d'ouverture de la communauté politique aux hybrides, et si elles ne sont pas, en définitive, un moyen de réduire l'activité politique à une recherche du consensus, souvent identifiée à une forme de post-politique. Mais d'abord, anthropocène ou capitalocène? Si le dérèglement climatique est avéré, est-ce l'activité générale de l'homme, sa propension à satisfaire toujours plus de besoins, eux-mêmes sans cesse plus énergivores, qui est responsable de cette catastrophe climatique, ou bien est-ce un modèle de développement économique, le capitalisme, qui a produit la situation préoccupante actuelle? Répondre à cette question, c'est choisir au moins entre deux récits. Mais cela a évidemment des conséquences sur les solutions à envisager pour faire face à cette situation. À l'opposé d'une description finalement peu historicisée du problème de la consommation énergétique massive de ces 2 derniers siècles, qui s'explique parce que les progrès technologiques ont permis de susciter comme production énergétique pour répondre à des besoins énergétiques, l'espèce humaine, pour satisfaire ses besoins, aurait inventé la machine à vapeur et toute l'humanité se serait mise à consommer massivement des énergies fossiles, toute l'humanité se serait mise à déboiser. Contre cette lecture, Andreas Malm, enseignant au département de géographie humaine de l'université de Lund en Suède, a défendu l'idée, dans un livre récemment paru en 2017, L'Anthropocène contre l'histoire, le réchauffement climatique à l'ère du capital, que ce qui est en cause, c'est la dynamique du capitalisme et non pas celle de l'espèce humaine, et il a créé le concept de capitalocène. Pour Andreas Malm, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est pourquoi, alors que la machine à vapeur avait été inventée, en 1712 avec Thomas Newcomen, mais surtout grâce à son perfectionnement par James Watt en 1769, lorsque la machine à vapeur est désormais capable de transformer l'énergie thermique de la vapeur d'eau en énergie mécanique, c'est pourtant la machine hydraulique
qui a été massivement utilisé pendant les 40 ou 50 ans qui ont suivi l'invention de la machine à vapeur, au moins jusqu'en 1820. Le récit, puisqu'évidemment, on est bien en phase de récit, il faut choisir notre récit. Le récit que livre Malm emprunte ces catégories d'analyse à Marx. Il s'agit de comprendre comment le modèle de développement capitaliste a choisi la machine à vapeur et de quelle manière cela nous a fait entrer dans l'ère de ce qu'il appelle le capitalisme fossile. Il commence par rappeler que le basculement de l'industrie textile dans les années 1830 en Angleterre, des machines hydrauliques aux machines à vapeur, ne saurait s'expliquer par une pénurie énergétique, une plus forte rentabilité ou une supériorité technologique des machines à vapeur. Les machines hydrauliques étaient satisfaisantes à tous ces égards. Là, on pourrait, si on veut filer la métaphore, on pourrait interroger les critères qui permettent de considérer l'avènement du copernicianisme et pointer de la même manière la récusation de la simplicité explicative, la récusation de la preuve observationnelle, la récusation de l'adhésion massive d'une communauté. Parce qu'aucun de ces critères, c'est ce que dit Feyerabend, mais il n'est pas le seul, aucun de ces critères ne suffit pour expliquer cela. Non, pour Malm, les raisons de ce basculement en 1830 sont capitalistiques et il construit son analyse sur 3 versants. Premier versant, il commence par rappeler le contexte des années 1820-1830 en Angleterre, celui d'une surproduction des marchandises qui ne trouvent pas assez d'acheteurs et d'une agitation des travailleurs, entre guillemets l'agitation, qui protestent contre leurs conditions de travail. Or, l'énergie hydraulique, par sa dépendance au flux hydraulique et par sa position à la campagne, à proximité des plans d'eau, rend plus efficaces les grèves et plus difficile leur coercition et la possibilité de remplacer facilement les ouvriers grévistes. A contrario, les machines à vapeur peuvent être situées loin des mines à charbon et dans les villes qui peuvent, par leur armée de réserve importante, les ouvriers substituables, casser facilement les velléités de grève. En 1833, la lutte des ouvriers contre leurs conditions de travail conduit au Factory Act, qui limite à 48 heures par semaine le travail des enfants à partir de 9 ans, qui suppose que la journée de travail de 15 heures pour les adultes et 12 heures pour ceux qui travaillent dans les mines ne commence pas avant 5h30 du matin et s'achève nécessairement à 20h30 et qui interdit le travail de nuit pour les enfants. Je rappelle juste pour mémoire de quoi on parle en fait. Les conséquences du Factory Act pour ce qu'il appelle le capitalisme hydraulique sont terribles, si je puis dire, puisqu'il ne peut pas compenser sa dépendance au flux hydraulique par l'extension de la durée du travail. Cela met donc un terme à la survalue absolue, c'est-à-dire à la survaleur au moyen d'une longue durée de surtravail. A contrario, l'énergie fossile, qui ne dépend pas d'un flux naturel, peut imposer l'augmentation du rythme de la machine à vapeur, l'augmentation des cadences, et ainsi augmenter la productivité. Ainsi, malgré le Factory Act, se met en place la survaleur relative, c'est-à-dire la survaleur au moyen de l'intensification du travail. Pour Malm, le capital contrôle ainsi doublement le travail en décidant de sa cadence et en dépossédant les ouvriers tisserands de leurs compétences avec, par exemple, la semi-automatisation du métier à tisser. Donc, ce premier point, c'est en quelque sorte le rappel du contexte un peu historique dans lequel ça prend place pour essayer de comprendre ce qui s'est passé effectivement à cette époque. Le deuxième versant de cette analyse, c'est bien sûr l'implantation du capitalisme fossile au-delà des industries textiles, c'est-à-dire d'autres types d'industries, et aussi évidemment dans les moyens de transport, les chemins de fer, au point de construire, plus seulement avec le charbon, mais également avec le gaz et le pétrole, une dépendance à travers quasiment tout le monde aux énergies fossiles. Et corrélativement, l'imposition de ce modèle en Europe et dans les pays dits développés. La transposition du modèle anglais passe par la reprise d'un certain nombre d'éléments qui ont fait le succès du capitalisme fossile britannique. On assiste ainsi en France à une deuxième vague de modernisation sous le Second Empire qui passe par une industrialisation massive avec des énergies fossiles, par le développement des chemins de fer pour rester compétitifs, et on assiste à un mouvement similaire non seulement en France, mais aussi en Allemagne et au Japon. Il y a 2 éléments particulièrement marquants aujourd'hui
dans cette dynamique du capitalisme fossile la recherche des gisements de pétrole et de débouchés dans les transports, la voiture plutôt que le tramway. Et dans l'agriculture, la motorisation et les engrais chimiques. Troisième versant, ce système monde du capitalisme fossile s'explique aussi à travers l'expansion coloniale du capitalisme britannique, en particulier en Inde. Le développement des bateaux à vapeur, des mines de charbon et des chemins de fer qui sont conçus comme des moyens d'assurer la mainmise des Britanniques sur le territoire. On peut souligner, avec une dose d'ironie un peu amère, que l'Inde bénéficie encore de cet héritage colonial, puisqu'aujourd'hui, l'Inde est le deuxième ou le troisième producteur de charbon dans le monde. Et il n'est pas interdit de faire le lien avec ce que Dipesh Chakrabarty désigne comme une forme de colonialisme environnemental, avec son approche des subaltern studies, qui permet de poser la question suivante: pourquoi partager la responsabilité de la crise écologique? Pourquoi partager la responsabilité de la crise écologique? Excusez-moi. Chakrabarty rappelle qu'il y a effectivement une forme d'ironie amère à demander aux citoyens des pays en voie de développement, qui parviennent enfin au niveau de vie occidental, tout ça avec beaucoup de guillemets, d'y renoncer au nom d'une appartenance à une même communauté humaine, alors même que le statut d'humain leur a été longtemps dénié au nom de la colonisation, de l'esclavage, etc. Autrement dit, ne s'agit-il pas ici de rejouer une partition coloniale en disant qu'il faut partager la responsabilité de la crise écologique? En effet, comme le souligne Chakrabarty dans son article « Quelques failles dans la pensée sur le changement climatique », il y a une forme, effectivement, d'humour noir à considérer que les anciennes colonies qui sont entrées, avec le succès des mouvements de lutte pour l'indépendance, dans des états de développement proches de ceux que connaissent ou ont connu les puissances occidentales, devraient fournir le même effort que ces puissances et renoncer aux conditions de vie auxquelles elles peuvent enfin accéder aujourd'hui en limitant leur consumérisme énergétique. Sous la figure du colonialisme environnemental, il faut pointer les discours et les pratiques mises en place au nom d'une conception enfin unifiée de l'humanité. Autrement dit, à nouveau, il n'y a pas de plan B. Mais on voit bien à quoi peut servir ce slogan par ailleurs fort. À l'idée d'un monde unique développé par James Gustav Speth, directeur de l'Institut des ressources mondiales, qui affirmait que les nouvelles informations signifient que les pays industrialisés et les pays en voie de développement doivent travailler ensemble pour commencer à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, et que nous devons entrer dans une nouvelle ère de coopération dans le domaine environnemental. Donc, à cette idée-là, Anil Agarwal et Sunita Narain formulent une objection et un appel à la vigilance. Quel genre de politique ou d'éthique se cache donc derrière le masque de ce monde unique et de cet internationalisme au noble sentiment? Les environnementalistes du tiers-monde ne doivent pas se laisser embarquer dans cette idée hautement partisane du monde unique. Fin de citation. Cela suppose donc de reconsidérer ce qui se fait au nom d'une humanité, une humanité enfin unifiée. À la suite de Malm, on peut aussi se demander si ce qui est en cause, ce ne sont pas des dynamiques propres au capitalisme et pas à l'espèce humaine, avec évidemment des divergences sur une question cruciale. Ce capitalisme est-il décarbonisable? Si l'État décidait de manière massive de financer la transition énergétique, comme le suggère Malm, pourrait-on encore sortir du capitalocène? On le sait, l'accent est mis dans l'espace public sur le climat et le dérèglement climatique, et pour poser la question de savoir s'il nous est réellement possible de sortir d'un capitalisme carbone, c'est-à-dire s'il est possible de décarboniser le capitalisme, ce qui est une autre manière
de poser la question de la viabilité et de l'accroissement du poids des énergies renouvelables, il faut ajouter d'autres éléments. En effet, pour savoir si nous sommes capables de changer notre rapport à la nature, qui jusqu'à présent a été extractiviste, il faut souligner que le carbone n'est pas le seul marqueur des transformations. Le capitalisme a-t-il produit des perturbations environnementales qui sont historiquement inédites, avérées ou pas? Donc il y a un certain nombre d'autres marqueurs qui évoquent la grande déforestation brésilienne entre 1550 et 1750, la réduction entre 1970 et 2010 de la moitié des mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, poissons, l'emprise et l'empreinte humaine de 25 à 40% de la biomasse, voilà, un certain nombre d'indicateurs. Des indicateurs qui concernent également l'agriculture, sur le cycle de l'azote, sur les engrais de synthèse, avec une question finalement, de quel progrès parle-t-on ici? Alors si on est convaincu par le constat et les arguments de Malm, ou si on est simplement chatouillé, ébranlé, éveillé, sans être convaincu, il me semble que ça entraîne un certain nombre de conséquences. Premièrement, la ligne d'analyse qui part au début des années 70 de l'extension de la considérabilité morale, qui passe par la deep écologie et qui aboutit à la constitution de nouvelles entités politiques hybrides. Vous vous souvenez, ces entités politiques hybrides qui rassemblent dans une même communauté humains et non humains, présupposent que le problème est celui de la domination de la nature par l'homme et que la réponse à ce problème, si on veut résumer de manière schématiquement à gros traits, c'est la déconstruction de la catégorie d'humain comme entité à part et à part entière au profit de la constitution de nouvelles entités qui articulent humains et non humains et qui partagent les mêmes rapports au monde. Finalement, la manière de régler le problème, dans toute cette ligne interprétative, c'est de dire le problème, c'est qu'on a donné une sorte de prévalence à l'homme. Il suffit de déconstruire cette catégorie de l'homme, il suffit d'inscrire l'homme dans une communauté naturelle plus large et de prendre conscience du fait que ce sont des intérêts partagés par les humains et les non-humains qui sont en jeu. Et en un sens, on peut régler un certain nombre de problèmes. Alors, il me semble, mais je me trompe peut-être, vous me direz, que le danger possible de ces communautés politiques, et je mets politique avec un point d'interrogation, ou je mets politique entre parenthèses, c'est qu'elles font disparaître le politique. C'est-à-dire que ça suppose naturellement de s'entendre sur ce que c'est le politique, évidemment. Et je vais y revenir. La deuxième conséquence, c'est qu'avec le concept de capitalocène, on a trouvé une explication des effets concrets de cette exploitation de la nature par l'homme, de cette volonté de maîtrise par la technique, dont on a parfois rendu responsable Descartes, mais on a aussi vu comment explicitement il est un instrument d'asservissement des hommes par les hommes, au nom du progrès pour les hommes, puisqu'il les dépossède non seulement de leurs compétences ou de la valorisation de leur force de travail, mais aussi de leur pouvoir de contestation et d'opposition par l'interchangeabilité des individus, peu ou pas qualifiés, que ce modèle introduit et permet. La difficulté à mettre en question, ou mieux en crise, ce modèle économique, la difficulté à mettre en question ou la difficulté à mettre en crise ce modèle économique est d'autant plus vive qu'il semble de plus en plus être considéré comme un modèle sans alternative crédible vraiment possible ou sans alternative possible vraiment crédible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une des seules solutions invoquées est celle de son aménagement vert, si je puis dire. En un sens, ce qu'il y a de commun à ces deux points, c'est la dimension hégémonique. Il n'y a plus d'altérité possible. Nous serions entrés dans une ère post-politique. Il n'y a plus d'altérité possible. L'un des enjeux vifs de la question de l'Anthropocène est sans doute alors de construire un espace de réflexion dans lequel puisse se redéployer une altérité, à la fois ontologique, je veux dire par là qu'il n'y a pas forcément que des hybrides, il n'y a pas forcément que
c'est pas être individualiste que de dire il n'y a pas forcément qu'une association de zébus et d'hommes qui ont en partage la gestion d'un territoire. Et donc leurs intérêts sont communs, et si leurs intérêts sont communs, il n'y a pas de raison de dissocier une éthique du zébu et une éthique de l'homme, pour caricaturer. Donc, à quelles conditions il est possible de redéployer une altérité qui soit à la fois ontologique, pas seulement des hybrides, et économique? Le capitalisme n'est peut-être pas le seul modèle viable, soyons fous. Et cela suppose de repenser le politique. Et c'est le troisième temps de mon exposé. Donc l'anthropocène, post-politique ou occasion de repenser le politique. Il me semble que c'est l'un des enjeux d'une réflexion critique sur l'anthropocène. Est-elle un symptôme supplémentaire de la bien mal nommée post-politique ou une occasion de redonner une centralité et une priorité à la décision politique sur le positionnement moral? En d'autres termes, est-ce que l'enjeu fondamental de la crise qu'a engendré le constat d'un changement climatique dont l'activité humaine serait responsable n'est pas de savoir quelle communauté politique on se propose de fonder pour répondre à ce constat? Alors, au tout est politique des dernières décennies a progressivement été substitué le thème de la post-politique. On serait entré dans une ère du dépassement de la politique et même pour certains du dépassement de la démocratie. C'est par exemple ce que décrit, sans le reprendre à son compte, Rancière dans La Mésentente, lorsqu'il considère, dans le chapitre intitulé « Démocratie ou consensus », que cette post-démocratie dans laquelle nous vivons est, je cite, une démocratie d'après le démos, une démocratie ayant liquidé l'apparence, le mécompte et le litige du peuple. Ça correspond à ce que Rancière désigne de manière ironique comme un état idyllique du politique qui se donne le nom de démocratie consensuelle, proclame le renouveau politique et apaise les doutes de ceux qui se demandent ou qui se demandaient si nous vivions désormais dans une démocratie réelle, c'est-à-dire substantielle, ou simplement formelle, c'est-à-dire procédurale. Il me semble qu'une autre chose importante à retenir est qu'il considère comme la disparition, ou plutôt la neutralisation, pour ne pas dire l'escamotage du peuple, du démos. Donc, est-ce qu'on est passé d'une période où on considérait que tout était politique à une période où finalement on a bien compris qu'il y a des choses plus sérieuses que ça, qu'il y a du post-politique? Est-ce qu'on est dans du post-politique, c'est-à-dire on s'est mis d'accord de manière relativement consensuelle sur un certain nombre de principes de fonctionnement minimaux, et ça tient lieu de politique? Alors, je cite un autre auteur, Zizek, dans Le sujet qui fâche, le centre absent de l'ontologie politique, qui analyse les arguments et les discours qui ont conduit à installer et à légitimer la post-politique. Alors, il s'agirait, on les connaît ces arguments, on les a déjà entendus, je crois, plusieurs fois. Il s'agirait de renoncer au vieux clivage idéologique, et vous avez bien compris qu'ici, politique, c'est un gros mot parce que ça veut dire idéologique. Il s'agirait de renoncer au vieux clivage idéologique et de les dépasser pour affronter les nouveaux problèmes sociaux en mobilisant le savoir des experts éclairés, j'allais dire éclopés, mais non, des experts éclairés. Madame Michu doit à nouveau faire ses valises, en mobilisant le savoir des experts éclairés et, je cite, la libre délibération qui tient compte des besoins et des exigences concrètes des gens. Ça, vous l'entendez, ce discours, Et Zizek cite Tony Blair, qui a défini son parti, le New Labour, comme celui, je cite, du centre radical. C'est quoi le parti de Blair? C'est celui du centre radical, la radicalité du centre. C'est-à-dire, je cite
Blair, cité par Zizek, il faut s'emparer des bonnes idées sans préjugés pour les mettre en application, quelles qu'en soient leurs origines idéologiques. Et quelles sont ces bonnes idées? La réponse va de soi, les idées qui marchent. Ce qui suppose d'accepter le cadre, capitalisme mondial, dans lequel ces idées marchent, et une conception du politique qui se caractériserait par l'administration des affaires sociales. Donc, être contre l'idéologie se justifie par un refus de la théorie politique au nom de la pratique, le fameux pragmatisme. Ce pragmatisme, il s'auto-justifie puisqu'il suppose, en quelque sorte, de vérifier en permanence son opérativité au sein d'un cadre qui le présuppose. J'ai construit un cadre qui, en quelque sorte, est désidéologisé. J'ai appelé ça le cadre politique. J'ai vidé la démocratie de sa substance. J'ai considéré que la démocratie, c'était faire fonctionner les affaires publiques, c'est-à-dire trouver des bons moyens de la gérer, la société. Et à partir de là, je me dis, je vérifie que mon critère fonctionne bien. Ah bah oui, il fonctionne bien, puisque c'est précisément le critère que j'ai forgé. Ce qu'il faudrait interroger, c'est donc l'alliance entre ce pragmatisme et la recherche du consensus. Et en creux se dégage peut-être un premier critère du politique. Est politique, que je vous propose, est politique ce qui change le cadre. Est politique ce qui change le cadre donné. C'est-à-dire l'art de l'impossible. Je cite Zizek, elle change les paramètres de ce qui est considéré comme possible dans la constellation existante. C'est quoi le politique? C'est ce qui change le cadre. Et ce qui fait advenir comme possible ce qui ne semblait pas l'être. Il faut donc décrire le cadre visible et identifier ce qui en est exclu. Ce qui pose une question qui nous intéresse pour l'écologie. Comment fait-on pour repolitiser un problème, si on est d'accord avec cette définition du politique? Deuxième définition, ou deuxième élément à discuter pour définir le politique, c'est un espace de litige. On est loin du consensus habermasien. Désolé Lionel. Le politique est un espace de litige où les exclus, c'est-à-dire le démos, le peuple, peuvent protester contre l'injustice ou le tort qui leur est fait. D'où la justification d'une définition agonistique du politique. L'essence du politique, alors, c'est le dissensus. Comme le dit Mouffe dans un article, dans une interview au Monde le 16 avril 2016, l'effacement des frontières entre la gauche et la droite, par exemple, Mouvement En Marche, est massivement considéré comme un progrès, puisque cela permettrait une forme consensuelle de démocratie. Évidemment, elle défend au contraire une conception de la démocratie comme ce qui permet d'exprimer le différent d'un point de vue agonistique, en disant qu'on ne tombera pas d'accord, qu'on ne finira pas par tomber d'accord. Une confrontation entre adversaires qui savent qu'il ne peut y avoir une solution rationnelle à leur conflit, mais qui reconnaissent le droit de leurs opposants à défendre leur point de vue. Le danger que pointe Mouffe, elle le formule dans les termes suivants. Si on nie l'antagonisme et qu'on n'essaie pas de lui donner une forme agonistique, il risque de se manifester sous la forme d'une confrontation entre des valeurs non plus politiques, mais morales, et du coup, elle ne dit pas du coup, et non négociables, ou sous des formes essentialisées de nature ethnique ou religieuse. Et elle ajoute, en effet, l'idée post-politique qu'il n'existe plus d'adversaire en politique conduit aujourd'hui à construire l'adversaire en termes religieux ou ethniques. Ce n'est plus right and left, mais right and wrong. Si on construit la frontière de manière morale, le mauvais ne peut pas être un adversaire, il ne peut être qu'un ennemi. Il me semble que ce que Mouffe articule ici, c'est exactement ce qu'on cherche à questionner. Le consensus vide la démocratie de sa substance et conduit par conséquent à déplacer la scène du conflit, si on est d'accord pour dire, on peut discuter cette définition, mais si on est d'accord pour dire que cette conflictualité, elle est l'essence du politique, ça suppose qu'on a besoin d'une autre scène, d'un autre théâtre,
pour disputer, au bon sens du mot, pour disputer, et donc on déplace la scène du conflit dans le domaine moral. On voit très bien comment cette analyse peut paraître pertinente, enfin même à certains égards l'est, et vive pour la scène politique contemporaine, mais c'est également un instrument pour apprécier en amont les discours qui ont permis, pour apprécier en amont les dispositifs qui ont permis de faire émerger les discours écologiques. On peut formuler une hypothèse, c'est la mienne. Les discours écologiques ont été historiquement pris dans le champ moral, précisément parce que la scène politique avait été préalablement nettoyée, si je puis dire. Timothy Mitchell considère que les sources d'énergie véhiculent des modèles politiques. Il explique par exemple que ce qui a rendu possible la disparition du rapport de force dans son livre « Carbone, démocratie », c'est le passage du charbon au pétrole. Il fait en effet l'analyse selon laquelle les mineurs et les cheminots ont été les principaux acteurs des conquêtes sociales et se sont battus pour obtenir des droits fondamentaux, retraite, vacances, sécurité sociale, etc. Autrement dit, que par leur rapport de force avec les élites économiques, ils ont contribué à la constitution d'une démocratie sociale. Je cite, « La concentration et la circulation du charbon nécessaire à l'industrie constituaient un point faible de l'industrie capitaliste. Mais lorsque le pétrole remplace progressivement le charbon aux États-Unis au début du siècle et en France après 1945, le potentiel démocratique du pétrole n'est pas le même. En effet, le pétrole est une énergie qui nous arrive de l'extérieur, elle est la plupart du temps extraite au Moyen-Orient. Le pétrole est plus dense que le charbon, il suppose moins de travailleurs pour l'exploiter, et c'est une énergie qui arrive en France sans groupe social qui le produisent, et qui à ce titre arrive en position de force dans les discussions politiques. Il en fait un élément majeur d'explication de l'affaiblissement de notre démocratie, qui devient une démocratie de consommateurs et de spectateurs. Notre définition du politique montre bien, me semble-t-il, l'absence du politique dans le domaine de l'écologie. À la place, on voit bien comment la morale occupe cet espace. En quoi l'Anthropocène permet-il de penser les principes de constitution de nouvelles conceptions de la communauté politique? C'est un peu ma dernière question. En un sens, à côté d'une logique qui vise à reconsidérer les entités de la nature, les non-humains, en les intégrant dans un espace politique, dit politique, les collectifs d'humains et de non-humains. L'un des enjeux de cette question est d'interroger au sein de la communauté humaine, entendue comme la communauté politique, les logiques d'aliénation. Il me semble que le terme de domination, il est là pour, en un sens, remplacer ou exprimer des logiques d'aliénation qui ne font pas seulement des non-humains les objets de la domination, mais qui justifient que les humains soient eux-mêmes objets de cette domination. Ainsi, la mise en crise du modèle de développement que déclenche la conscience anthropocène, si je puis utiliser cette expression, pourrait être saisie comme une occasion de réinterroger ce qui, au nom des nécessaires efforts de production, des logiques du capital, diraient certains, mais aussi des mouvements migratoires induits par les premiers effets du réchauffement climatique, conduit à accepter la multiplication des non-citoyens. Selon une même approche, une attention portée à la domination de l'homme par l'homme, et en suivant une perspective proche, il peut être intéressant de citer le travail de Razmik Kecheyan et son livre « La nature est un champ de bataille », dans lequel il montre comment on peut indexer ce qu'il caractérise comme un racisme environnemental à une décision politique et économique, celle du capitalisme qui accroît les antagonismes. Il montre en effet dans son ouvrage que la délocalisation de la pollution et de l'enfouissement des déchets dans des pays non occidentaux, l'emplacement des industries polluantes dans la périphérie pauvre des métropoles où vivent les minorités raciales, renforce les inégalités, introduisant la financiarisation de la nature et accroissant les conditions des antagonismes. Je voudrais donc pour finir vous présenter ou esquisser différents projets de société qui sont en quelque sorte suscités par la crise de l'Anthropocène
Mais dans la perspective qui est la mienne, vous l'aurez peut-être compris, je laisse de côté l'option transhumaniste, c'est-à-dire l'idée qu'une amélioration... Ah, excusez-moi, elle arrive trop tôt. L'idée qu'une amélioration humaine est possible, éliminer la vieillesse et augmenter les capacités physiques, psychiques, intellectuelles, grâce au progrès de la technique et de la science, qui donnerait lieu à une transhumanité. Dans cette perspective, il s'agit de considérer qu'il faut garantir un pouvoir illimité aux techniques, que l'État n'a pas à intervenir, puisque le transhumanisme est le fait de purs individus, suivant une forme extrême de néolibéralisme. Ce qui m'intéresse plutôt, ce sont les scénarios qui cherchent et proposent un autre partage ontologique et les conséquences politiques de la définition de la communauté que cela induit. Il me semble qu'on peut distinguer, premièrement, la figure des hybrides, dont j'ai déjà parlé, qui ne fait pas de place à l'altérité et en un sens conduit à penser, si on va jusqu'au bout, que la nature n'existe plus. Si tout est nature, qu'est la nature? Deuxièmement, le développement technocratique, qu'il est à la Crutzen, qui suppose qu'il est possible de passer d'un mauvais anthropocène, c'est un peu comme le cholestérol, causé par les progrès techniques, à un bon anthropocène, réparé par les progrès techniques. Cette modernisation écologique, qui veut maintenir l'objectif d'un progrès de la croissance, le concept de croissance durable, suppose plus de matière énergétique, sans doute une position favorable à l'égard de l'énergie nucléaire, donc continuer à accroître le coût environnemental, ce qui suppose tout de même de ne pas privilégier une réflexion sur la place à donner à l'égalité dans cette réparation et à se maintenir dans une forme de terreur à l'égard de la catastrophe écologique. Les critiques traditionnellement émises à l'égard de cette position sont qu'elle se contente de faire un greenwashing. Troisième perspective, je sais pas, un projet pourrait introduire altérité et égalité à condition peut-être de penser ensemble les inégalités sociales et les inégalités écologiques. Évidemment, je pense ici à un projet assez à la mode, ce qu'on appelle la politique des communs. On le sait, Elinor Ostrom, et là elle entre en scène, prix Nobel d'économie en 2009, reprend la distinction entre les ressources en propriété commune et celles en libre accès, et propose une solution alternative à ce qu'on a pu appeler, à ce que Garrett Hardin appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire l'idée que dans une propriété collective informelle qui a de la valeur, un pâturage, mais ça pourrait être tout aussi bien un accès à l'eau, chacun choisira ce qui lui permettra de maximiser son intérêt personnel. Il y aurait donc une seule solution pour éviter cette catastrophe, ce serait de diviser, par décision de l'État, la propriété collective en parcelles privées individuelles. C'est à cette supposée évidence qu'Ostrom va s'attaquer en multipliant les analyses d'expériences différenciées de la gestion de la propriété commune, analyse empirique, analyse de terrain. Et dans La gouvernance des biens communs, publiée en 2010, en français, mais sortie dès 1990 en anglais, elle propose une articulation entre règles explicites, système de surveillance, hiérarchie des sanctions, participation large à la gouvernance, bref, un modèle qui mobilise ce qu'elle appelle des jeux polycentriques, c'est-à-dire une hiérarchie de procédures de décision qui va de l'organisation du fonctionnement ordinaire aux procédures de décision collective pour modifier cette organisation. La question est alors de savoir si à une autre échelle, le mécanisme qu'elle propose de mettre en place peut fonctionner pour penser le changement climatique. Avec une question, peut-on partager sans privatiser? Et justement, ça pourrait être intéressant dans cette perspective de penser la manière dont les institutions pourraient être transformées pour rendre cette reconfiguration possible. Autrement dit, pour évaluer la faisabilité d'un changement de modèle économique appuyé sur un changement politique. Bon, c'est une option parmi d'autres. Alors, en guise de conclusion, parce qu'il est sans doute temps de conclure, la proposition que je vous ai faite de penser le rapport entre l'anthropocène et la politique permet d'attirer l'attention sur des reconfigurations ontologiques et politiques en cours. Il me semble en effet que dans les différentes options que j'ai effleurées, transhumanisme, hybride, commun, on mesure les conséquences politiques de la reconfiguration du rapport entre l'homme et la nature, cette ligne éthique dont j'ai parlé en commençant. Il y a donc bien un enjeu politique que j'ai proposé de voir comme un enjeu démocratique. Le discours écologique contemporain, sur son versant catastrophiste, c'est-à-dire conscient des enjeux et de l'imminence du bouleversement massif des conditions de vie sur Terre, est donc, me semble-t-il, une occasion, un territoire pour prendre la mesure
du caractère mortifère du capitalisme, et c'est par conséquent une chance pour réintroduire les enjeux d'une conscience politique. L'écologie serait alors une occasion de penser le rapport de l'individu à la communauté qui permettrait d'exporter les enjeux de l'écologie, tous ceux finalement qui ont fini par émerger. Égalité, fin de la domination, respect de la diversité, lien social, finalement qui sont au cœur des réflexions actuelles sur l'écologie, mais d'exporter ces enjeux-là finalement dans l'espace politique. Comme s'il avait fallu un tiers, l'écologie, pour rendre à nouveau audibles les impératifs politiques. Et donc, à l'Anthropocène, comme miroir du désarroi politique, on n'en est plus là, on est dans la post-politique, etc. Donc vous voyez bien le discours que je vise. On pourrait opposer l'Anthropocène comme le moyen de reconstruire un espace de liberté et de conflictualité, un espace de liberté, donc de conflictualité, et ainsi peut-être de repenser le politique. Voilà, merci. Ouais. C'est juste une question. Pour vous, du coup, la politique est forcément interventionniste? Il y a la politique à deux niveaux, en fait. Il y a la politique des citoyens, la politique dont s'emparent les citoyens à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont une force de transformation. Et puis, il y a la politique comme ce que l'État, comment l'État légifère. La question est de savoir comment se joue le rapport entre les deux versants du politique. À partir du moment où on a considéré qu'en quelque sorte, il n'y avait plus d'action politique, mais que la seule action qu'on pouvait avoir, c'était une action individuelle, éthique, de trimer déchets, etc. C'était super. Et que pour ce qui est des décisions politiques, elles devaient se prendre ailleurs, c'est une option possible. Voilà. La non-action politique, pour vous, ce n'est pas une décision politique? Je pense que la décision politique, elle doit résulter de la manière dont les citoyens s'emparent de l'espace politique. Et donc, elle est une force de pression. Par le conflit. Pardon. Ouais. Pour être sûr de bien avoir compris l'articulation avec la question éthique, moi il me semble que beaucoup de biocentristes ou d'écocentristes adhéreraient avec la nécessité de faire un projet politique, une écologie politique. Ouais. Et porte quelque chose d'assez subversif. D'ailleurs, la deep écologie, elle a pu être écartée, par exemple, caricaturée par un Luc Ferry comme un projet alternatif trop dur. Du coup, il me semble qu'il faut avoir une articulation entre ces recherches de décentrement éthique et la réhabilitation du conflit, ou en tout cas le questionnement du capitalocène. Alors qu'on a l'impression que vous proposez que l'un a évincé l'autre. On a l'impression qu'il y a un peu ce message qu'à résumer les questions d'éthique environnementale à simplement une question morale, on passe sous silence le questionnement politique. Oui, vous avez raison. Ça pourrait tout à fait être compatible, mais comme vous le dites, ou un prolongement possible, mais comme vous le dites, ce qui est premier, c'est le positionnement moral dans toutes ces... Et c'est logique, puisque c'est leur décision. La question que je pose, c'est est-ce que la politique ne pourrait être autre chose que la conséquence d'une décision morale? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un projet politique qui pourrait avoir des conséquences morales? Parce qu'on ne pense pas les choses dans les mêmes termes. Si on se pose la question du rapport du citoyen dans la communauté, que si on se pose la question de savoir si je ne peux pas intégrer dans la définition des acteurs, des non-humains. Mais vous avez raison, bien sûr qu'il y a des prolongements politiques des décisions morales. Et que ça ne fonctionne pas de manière aussi... J'ai un peu forcé pour mettre en lumière justement cette dimension-là qui est mais pourquoi ce qui organise la décision est une décision morale, est un choix moral. On peut, je veux dire, c'est pas du tout... Mais après, on court après en quelque sorte la grille de lecture qu'on a posée pour réintégrer un certain nombre d'évidences politiques. La non-domination de l'humain. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que
Finalement, tous les thèmes politiques sont investis par le champ écologique. C'est-à-dire on se dit il ne faut pas dominer la nature, il faut pas... Toute cette logique de la domination, on ne la pose plus pour penser le rapport de l'homme à l'homme, mais elle est médiée par la manière dont on pense la nature. Même la figure de l'altérité, c'est fou finalement. Avec l'hybride, il n'y a plus d'autres. C'est plus l'homme unidimensionnel, c'est la nature unidimensionnelle. Comment on réintroduit de l'altérité, c'est-à-dire de la différence, c'est-à-dire de la conflictualité. Oui, je pense. À la fois, c'est un domaine qui n'est pas le mien, je ne suis pas du tout philosophe. Moi, cette centralité du capitalisme me pose question, non qui ne joue pas un rôle évidemment important, mais bon, enfin, je crois que d'ailleurs Chakrabarty lui aussi avait un petit peu questionné cette centralité du capitalisme. Alors, il y a des objections toutes bêtes du genre l'URSS n'a pas fait mieux, la Chine qui actuellement, où les grandes entreprises sont sous contrôle de l'État, ne fait pas... Enfin voilà, donc... Ça, c'est des exemples de capitalisme, pourtant. Oui, bien sûr. Mais est-ce que... Alors, on dit l'URSS est productiviste, mais bon, voilà. Donc, et puis même, je veux dire, dans les... Enfin, pareil, Timothy Mitchell et Mann, je ne les ai pas lus, mais j'en ai entendu poser. Et il y a presque une sorte de petite contradiction entre eux en un sens, puisque Timothy Mitchell voit dans le charbon l'endroit où il y a des luttes possibles pour les travailleurs, alors que quelques siècles avant, le charbon était l'endroit où le capitalisme pouvait être... Donc, est-ce que finalement, est-ce que par exemple une hypothèse sortie du capitalisme, comme chacun sait, la chose plus difficile que n'importe quoi d'autre, mais est-ce qu'une hypothèse sortie du capitalisme garantirait par la même occasion qu'on sortirait de toutes les apories et les problèmes du changement climatique et de l'anthropocène? C'est pas sûr du tout. Donc je veux dire, voilà, moi, cette centralité du capitalisme, elle est commode sur un tas de plans, y compris politiques, mais je la trouve pas totalement convaincante, quoi. Bon, comme ça, sans avoir creusé ça. Je veux dire, c'est très important, je suis absolument d'accord sur des tas de problèmes, des tas de critiques du capitalisme, mais cette espèce de façon de superposer les deux gros problèmes me semble peut-être un peu... Alors, bien sûr que rien ne nous garantit que la sortie du capitalisme nous mènerait tout droit au paradis. En revanche, la discussion à l'intérieur du système capitaliste, comme un lieu justement de lutte qui permet d'acquérir des droits sociaux, par exemple, me semble pas être une contradiction. C'est-à-dire que c'est bien sûr dans ce système-là qu'il y a des possibilités d'émancipation. C'est dialectique, en fait. Donc ça me semble pas être une contradiction. La question, c'est, bon, il n'y a pas de plan B, imaginons quelque chose. Parce que sinon, c'est une sorte de... Bien sûr, c'est pas le... Sinon, c'est une sorte de fatalité. Voilà, c'est le système dans lequel nous vivons. Et il n'y a pas d'autres options possibles. Nous pouvons simplement l'aménager, le verdir. Ouais. Je vais continuer sur la question d'aménager, parce que mon collègue écologue, c'est aussi le problème qu'il soulève sur le problème de l'homme. C'est que l'homme essaye d'agir sur son environnement. De fait, il agit sur son environnement et il se crée un monde qui lui est hostile. Et après, il y a une machine qui s'emballe, c'est que le monde lui est hostile, il agit encore plus. Plus l'autre partie qui, elle, est morale ou éthique, c'est qu'il prend conscience de son action sur son environnement et qu'est-ce qu'il en fait. C'est une question, ça, pour moi. Je ne sais pas ce que fait l'écologue. C'est nos collègues qui font de la biologie et de l'écologie. Oui, non, mais d'accord, mais il y en a là ou pas qui veulent répondre plus que moi. Ah oui, une sorte de schizophrénie. C'est une forme de schizophrénie. Qui est proprement humaine. C'est-à-dire que je ne crois pas que les autres espèces animales ou végétales aient ce positionnement du fait de... On ne sait pas quel est leur positionnement moral et quelles sont leurs éthiques. C'est-à-dire que dans la question du questionnement éthique, il y a aussi une résurgence d'une forme de juste naturalisme, c'est-à-dire quelle est la hiérarchie des normes. Et
et qui a été abandonné dans le domaine juridique des humains. On ne cherche plus à trouver une justice naturelle. Ouais. Bien sûr. Ouais, du coup, ça, si je puis dire, ça noie un peu le poisson, sans vouloir porter atteinte à l'espèce des poissons. Ouais. Bon, merci beaucoup. Beaucoup apprécié la troisième partie, notamment quand tu abordes Habermas, tout ça. J'aimerais revenir dessus, parce que moi je ne suis pas habermasien. Effectivement, le fait qu'on soit dans une espèce de paradigme habermasien montre les limites justement de ce modèle-là. Mais si on remonte justement à. Alors, Zizek attaquait Blair, mais Blair, c'est pas Blair qui parle, c'est Giddens qui parle, parce que c'est Giddens qui est pour Blair en quelque sorte. Giddens et Habermas sont un peu dans la même mouvance. Si on remonte un petit peu, est-ce que Giddens et Habermas, on leur fait pas dire des choses qu'ils ne disent pas, et les adhéreraient pas justement à cette espèce de post-capitalisme, parce que je ne les sens pas aussi pragmatistes que tu les décris, en fait, avec cette axiomatique, en fait, effectivement, là, qui se répète de manière récursive, en fait, et qui empêche de faire rentrer le politique, parce qu'on a créé un espace vertueux, clair, hygiénique, on pourrait dire, ça. Mais est-ce que c'est pas un peu tordre justement leur pensée que quand Zizek les attaque, et le contre-modèle de Zizek, qui est un relativiste postmoderne qui a été attaqué, controversé, etc. Parce que véritablement, il y a une proposition structurante justement pour avoir un modèle de société, alors certes post-capitaliste ou post-on ne sait pas quelque chose, mais qui permettrait de ne pas tomber dans une abîme ou un chaos. Parce que où sont les garde-fous, ok, le modèle il ne fonctionne pas, mais où sont les garde-fous du contre-modèle, ça bien sûr. Alors, deux choses. Donc d'abord, il me semble que moi, ce que je pointe chez Habermas, c'est la construction du consensus par la délibération rationnelle. Donc ça, pour moi, c'est la chose à abattre. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me pose problème, parce qu'en un sens, ça donne pas d'espace, ça donne plus d'espace. D'accord, il peut y avoir des différends, mais on va organiser un grand débat public, un débat national, etc. Puis on va finir par se mettre d'accord sur un certain nombre de choses fondamentales. Et cette construction du consensus, elle est une grille de lecture. Tu t'intéresses aux controverses, elle est une grille de lecture, mais même pour les controverses de l'âge classique, XVIIe, XVIIIe siècle, en fait, on les lit toutes à l'aune de ce schéma-là. Donc voilà. Donc du coup, ça, je pense que pour ça, il y a un problème. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Après, sur la dimension pragmatique, non, tu as raison, bien sûr. Je pense que là, ce n'est pas la reprise de ce qui est le plus identifiable chez Habermas. En revanche, ce qui me semble problématique, c'est cette grille de lecture. C'est-à-dire que le conflit n'a qu'un temps. Le différent doit se résorber. C'est ça qu'on peut discuter, quoi. C'est-à-dire, il faut combien de temps pour résorber un différend, avec combien de débats, et qui sont les orateurs, qui a la parole au moment où on dit ça y est, c'est bon, on s'est mis d'accord. Alors la concorde rationnelle, ouais. Deuxième point, c'est pas prophétique, mon propos, c'est donnons-nous des armes critiques de l'espace dans lequel nous sommes. C'est ça. Je sais pas. Les armes, la critique, c'est pas mal. Toi qui t'intéresses à l'école de Francfort. Moi, j'aurais pour toi, mais est-ce que tu vas pouvoir après tenir les promesses? C'est ça la question. J'ai promis quelque chose là. Est-ce que j'ai promis quelque chose? Non, mais les propositions, ça ce sens-là. Ouais. Et du coup, on retombe sur une idéologie pragmatique, alors trop vrai. Fais gaffe, parce que le pragmatisme est là pour détruire toute idéologie. Oui. Donc, tu veux dire que ça en serait une aussi? C'est un scoop. Il y a un philosophe, Jacques Ellul, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le système technicien, que tu connais. Ouais. Et puis il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle L'illusion politique,
dans lequel il dit finalement que progressivement la technique a pris le pas dans les activités humaines et que l'activité politique est une sorte de leurre, c'est-à-dire une sorte d'écume sur une espèce de masse qui bouge mue par des déterminants qui sont économiques, des aspects de domination que tu as bien décrit, par exemple, quand on explique comment finalement le pétrole a remplacé le charbon. Et donc ça, on a l'impression que ce sont des choses qui ne sont pas mues par l'action politique. Moi j'ai l'impression que finalement, quand on avait les anciens systèmes qui étaient gouvernés par des rois, par exemple Colbert a pu décider qu'il fallait planter des arbres pour que la marine marchande fonctionne. Je pense que là on voyait bien que c'était des décisions politiques. Et donc j'ai l'impression que maintenant, on parle de politique, mais finalement est-ce que la conjonction de la démocratie et du système technicien dont parle Jacques Ellul, c'est quand même pas la disparition de la politique macroscopique, quoi. Et que maintenant on essaie de la faire ressortir à petite échelle au niveau du citoyen. Est-ce que tu as cette impression? Alors, oui, je ne sais pas qui essaye tant que ça de la faire ressortir au niveau du citoyen, tu vois, au sens où... Ouais. Mais c'est cette difficulté, c'est-à-dire de faire exister une démocratie qui donne une place au démos. Hein, parce que quand je citais Rancière, c'est ça, qui donne une place au peuple, hein, alors qu'il pourrait être une sorte d'administration éclairée à la Colbert. Il faut prendre acte de ce que ça suppose et impose de vivre dans un régime démocratique, de donner le pouvoir au peuple. Comment on fait exister l'exercice de ce pouvoir-là? Je ne sais pas si ça répond, y compris au moment où justement il y a une sorte de technocratie, sans critique de ceux qui possèdent la compétence technique. Hein, mais plutôt... Est-ce que la technocratie n'est pas complètement antagoniste avec la démocratie? Parce qu'elle la domine complètement. Ben oui, mais ça dépend qui sont les acteurs qui décident de l'usage qu'on fait des techniques. Je me permets de rebondir, puisque ce sera l'objet, on réinvite 4 à 5 minutes là-dessus. Maintenant, il faut que tu parles un peu plus du concert. Oui, il y a aussi un concert, mais bon, je vous invite, on a mis, vous verrez les premiers résultats justement de comment remettre le citoyen dans le centre de la décision politique avec un mandat, tel quel, financé, etc. Donc véritablement redonner la parole aux citoyens et les moyens d'agir, dans des structures d'ingénierie de la participation, on est plus directement à construire les politiques publiques. Et la limite de ce que l'on va présenter, c'est que le modèle habermasien a comme effet pervers de générer une espèce de paradigme communicationnel où effectivement on arrive à mettre le citoyen dans la boucle. Donc on construit, on le remet, mais finalement il est toujours, même s'il est là, dans une forme d'instrumentalisation qui fait qu'on reste sur des effets de cosmétique. Et c'est tout la problématique justement de ce modèle habermasien qui pose des problèmes, mais on n'a rien d'autre sous la main. Hein. Voilà, on n'a rien d'autre sous la main. On pourrait imaginer que le conflit, c'est pas quelque chose qui se résorbe, mais c'est quelque chose qui construit des communautés plurielles. C'est-à-dire, on pourrait imaginer qu'à l'occasion du conflit, il y a différents points de vue qui émergent, sous lesquels un certain nombre d'individus se rangent, et que ce pluralisme n'est pas une sorte d'échec de la discussion. Dans ce cas-là, on aurait des positions qui se construisent plutôt que... Parce que finalement, le problème aussi de ce modèle habermasien, c'est le fait qu'il y a des adversaires et des tenants, tu vois, et que ça se joue à deux positions. À partir du moment où tu changes le cadre, tu dis, bah, il y a plein de manières différentes de poser le problème, d'y répondre. Peut-être que... Et ça construit des communautés d'opinion. Peut-être que ça règle un peu autrement l'impasse du citoyen ornement. Ouais. Hélène, tu... Je voulais juste revenir là-dessus pour dire qu'en fait, quand on étudie effectivement les controverses, etc., ce que Lionel a fait moi aussi, on constate quand même que la polarisation, c'est-à-dire la bipolarisation, c'est quelque chose qui se construit très facilement et que les acteurs veulent très souvent. C'est-à-dire que quand on est une communauté, très souvent, on n'a pas tellement envie qu'il y ait 4
petit groupe qui pense différemment, on a envie de se définir comme moi et les autres. Donc les acteurs construisent très souvent. Je parle de manière ultra, j'allais dire pragmatique, il ne faut pas empêcher, mais enfin, à partir de mon expérience, voilà, d'étudier des trucs très micro, je m'aperçois très souvent, et on peut regarder ça partout, il se construit des bipolarisations qui sont, encore une fois, alors on dit, alors après moi j'analyse, je dis, ah mais en fait c'est pas bipolaire, il y a plein d'avis, sauf que, ben non, ça devient bipolaire. Ça l'est parce que les gens le veulent, et parce que les avis qui ne rentrent pas dans cette bipolarisation s'écrasent, j'allais dire, se taisent, en attendant qu'une autre structuration du débat puisse leur donner la parole, ou alors ils sont obligés de s'aligner sur... Enfin, autrement dit, la bipolarisation, c'est une chose qui produit très souvent, et je ne sais pas comment, et qui est voulue. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire de ça, mais c'est un constat que j'ai fait empirique, j'allais dire. Ouais, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les controverses à l'Académie des sciences au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et en particulier sur la manière dont on a construit une opposition un peu tardivement entre cartésiens et newtoniens. Et en fait, la responsabilité, c'est quelle histoire on écrit. Parce que les acteurs, ils peuvent vouloir se présenter comme cartésiens et newtoniens, sauf que là, je peux dire sur ces exemples-là que je connais assez bien, qu'en fait, il y a évidemment beaucoup plus que deux écoles de pensée, et que c'est à nous d'écrire une histoire. Et alors, quand on est contemporain de la controverse, c'est à nous de faire entendre une lecture de la controverse qui justement casse la binarité. Parce que d'abord, l'analyse du réel, elle n'est jamais binaire. Et donc, du coup, il y a un travail à faire, y compris sur l'histoire de la science des Lumières, qui est de réintroduire des figures beaucoup plus riches que cela, qui permettent de comprendre ce qui s'est effectivement passé dans les controverses scientifiques. Donc, je dirais, en tant qu'historien, on a le devoir de le faire, et en tant que sociologue, travaillant sur des objets contemporains, on a aussi la possibilité de dire non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que d'abord... Ça peut s'opposer aussi à un engagement, parce que les engagements politiques peuvent aussi conduire, c'est là que c'est bien compliqué, à cette binarisation, enfin, à ce côté binaire. Enfin, voilà. Ouais, mais alors dans ce cas-là, il faut distinguer des territoires d'expression. Changer de casse-tête. Ouais, c'est ça, mais aussi dire, voilà, il y a un lieu où je m'oppose très très clairement aux climato-sceptiques, et donc je peux utiliser des arguments massifs. Et puis il y a d'autres types de publications ou d'audiences, où là je peux travailler dans le détail en montrant que sous le mot anthropocène, on met tout et n'importe quoi. On va prendre encore une question. C'est une autre remarque. Dans votre exposé, vous faites souvent l'amalgame, après je pense que c'est un amalgame qui est cohérent, entre décision politique et décision économique. Et après, vous dites du coup qu'il y a, en gros, les citoyens n'est pas... On rentre dans une fausse démocratique parce que les citoyens ne décident pas des choix économiques. Mais ça, ce ne serait pas plutôt dû à l'amalgame entre sciences économiques et sciences dures, parce qu'à partir du moment où si le citoyen pense qu'il y a des consensus économiques, alors il n'a pas de raison de s'opposer, donc oui, il n'y a pas de raison de faire rentrer ça dans le champ démocratique. Bon, je ne sais pas si j'ai fait des amalgames, j'en ai fait sans doute, mais... C'est peut-être pas le bon mot, mais... Ouais. Effectivement, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu dire, c'est que on ne peut pas porter une parole politique sans se poser la question du modèle économique dans lequel on évolue. Sur ces questions-là, parce que sinon on est platonicien. Ça, c'est pas explicite pour le citoyen. Enfin, c'est pas forcément explicite pour le citoyen. C'est ça que je veux dire. Ça commence à... Non, ça commence à faire mal aux oreilles quand même, là, non? On commence à l'entendre. Ouais. Madame Michu. Ouais. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faudrait, pour qu'il y ait une conscience politique, il faudrait d'abord rappeler que le modèle économique dans lequel nous évoluons est un modèle possible parmi d'autres. Oui, voilà. Et qu'il n'a pas prouvé plus qu'un autre son efficacité, c'est juste un choix parmi un autre et il n'y a pas... Oui. Oh. Certainement. Il manque un degré d'explicitation dans ce que je disais. Après, vous vous adressez à des gens qui ont... Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que... Enfin, voilà, ça dépend à qui on s'adresse. Ouais. Si on s'adresse à... Oui, bien sûr.
Bien, je crois qu'on va faire notre pause méridienne pour pouvoir reprendre à 14h. Merci Anne-Lise encore. Merci à vous.